Coucou, merci d'écouter le podcast Mauvais Sang. C'est un podcast dans lequel je reviens avec mes invités sur l'enfance queer. Évidemment, on va revenir sur les premiers traumas, les premières insultes et les moments pas évidents. Mais promis, pas que, on va aussi beaucoup rigoler et on va évidemment beaucoup parler de Mylène Farmer. Je suis Thibaut Pez, je suis auteur, compositeur et interprète et je suis convaincu que même si toutes nos expériences sont différentes, on raconte tous et toutes, au fond, la même histoire. Merci d'écouter ce podcast. Je sais que c'est maxi relou les podcasteurs qui vous demandent de mettre des étoiles sur les plateformes, mais en vrai, si vous pouvez le faire, c'est cool. Je vous souhaite une bonne écoute. Générique. Nouvel épisode du podcast Mauvais Sang avec cette fois-ci pas un, pas une, mais deux invités de marque. J'ai nommé les Sœurs Sauvages. On dirait trop un titre de film, quoi. Les Sœurs Sauvages. Moi, je suis ravie de faire ça avec ma sœur, j'avoue. Aloïse et Clémence Sauvage, salut, ça va ? Ça va très bien et toi ? Super, au top. Bon, bah c'est cool. Aloïse, on te connaît par le cinéma, par la musique, via pas mal de médias différents. Clémence, toi, t'es illustratrice, dessinatrice. C'est OK ? Autrice. Et autrice. Ouais, je fais de la BD, je fais de l'illustration. Là, pour l'instant, j'ai publié plus dans la jeunesse, BD et livres. Mais sinon, voilà, je fais un peu de tout. Et vous avez toutes les deux la particularité d'être deux sœurs lesbiennes. Absolument. C'est bien vrai. Je vais vous montrer une photo pour ouvrir cet épisode comme le veut la tradition de ce podcast. Et vous allez me dire ce que vous voyez. Attention, c'est extrêmement mignon. Déjà une sacrée personnalité de ton côté. Bah toi aussi ma puce, t'as l'air déjà... Bah, moi j'ai l'air d'être terrifiée par la vie, ce qui est aussi ma personnalité, c'est vrai, de base. Moi je sais pas ce que je fais une espèce de grimace, mais oui il y a déjà ce petit aspect... Regardez-moi. Je suis choquée, j'ai une calvitie, on dirait Gérard Jugnot. Non mais t'es comme un bon vin, toi je trouve que tu t'améliores au fur et à mesure du temps. Bah, quand on part de là c'est sûr. Non mais c'est vrai que Clem petite elle était pas au top sur les photos, mais c'était juste photogénique, voilà, mais sinon... J'ai juste une grosse boule. Moi, je vois surtout enfin non, je vois pas dans la photo. Là, évidemment, j'en rajoute, mais deux sœurs qui s'aiment très fort. Hein, en vérité. Sur ton t-shirt, il y a écrit complice. Tu vois, depuis. Complice au pluriel. Et moi, il y a écrit 10 baby. Non, mais on se kiffe, on se kiffait. Moi, j'étais trop fière, trop contente d'être une grande sœur. C'est vrai. La vidéo de naissance adorable, elle est sur mon berceau et elle dit « Coucou Clémence, je m'appelle Aloïse, je suis ta grande sœur. » Je suis là, j'ai un jour, je suis en mode « Oh putain, je suis tombée où ?» Intense. Et du coup, le thème de ce podcast, c'est l'enfance queer. Est-ce que vous voyez déjà sur cette photo les prémices de votre future identité ou pas ? Moi là, je suis trop bébé, trop chauve pour voir quoi que ce soit. Ouais. Moi je vois plein de choses avec le recul en fait sur des photos où je me dis mais comment n'ai-je pas pu le voir avant, mais là on est quand même petite, donc je me dis que surtout que je trouve que moi j'ai justement j'ai un vrai je sais pas comment dire rapport à l'enfance de manière générale avant qu'elle soit queer a posteriori, mais genre c'est un endroit justement qui me rend nostalgique parce que je pense justement qu'il n'y avait pas tous ces questionnements évidemment qui arrivent après, d'adultes notamment, mais aussi parce que ma queerness en fait elle n'avait pas besoin d'être définie ou d'être expliquée ou démontrée. C'est l'endroit où il n'y a pas de... on n'est pas encore tant genré que ça en fait, et moi je crois que ça me plaisait bien et en fait maintenant je le conscientise, mais tu vois je crois que je reviens souvent à l'enfance pour ça en fait. Moi aussi j'en parle beaucoup avec ma psy. Il y a vraiment une nostalgie de l'enfance, de la liberté du corps aussi. Le corps qui n'est pas genré et les activités et tout, vraiment le poste avant le collège quoi, il y a une liberté de qui t'es et du corps, je trouve, de ton corps qui n'est pas en fait aussi défini, et t'as pas les marqueurs quoi. Je suis absolument d'accord dans tous ces questionnements.
de fluidité de genre. Et d'ailleurs, justement, il paraît que en fait, les enfants commencent à genrer les autres à partir de 4-5 ans, en fait. Mais sinon, avant, il n'y a absolument pas de c'est un garçon, c'est une fille. Tout. Ah, mais c'est un garçon, mais il a l'air d'une fille ou ce genre de choses. Tu verras pas un enfant de moins de 5 ans dire ce genre de choses. Après, ça commence à apparaître à partir de 5 ans. Mais effectivement, en fait, on ne naît pas avec nos stéréotypes de genre, on ne naît pas avec nos stéréotypes de sexualité, tout ça. Et donc effectivement, je vois ce que vous voulez dire sur cette espèce de grand territoire de liberté qu'on a avant le collège, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai l'impression que c'est collège. C'est vrai que déjà en cours primaire, il y a quand même les insultes qui arrivent. Enfin, les insultes. Non, mais les catégories. Les garçons vont prendre l'espace de la balle et les filles vont plus commencer en fait à être plus statiques. Mais quoique, il y a encore le chat, il y a quand même, on est encore mélangés dans les genres. C'est vrai que le collège, ça naît tout ça. Donc, ouais, il y a je pense que je vois ça. Je vois aussi qu'on n'était pas dans les codes de petites filles déjà. Ouais. Oui, déjà, on n'était pas dans les codes de petites filles. Ceci étant, la question du vêtement, tu vois, moi j'ai redemandé avant de venir là, tu vois, à notre mère. Elle me disait que c'était pas un souci. Enfin, on a porté des robes, des bermudas, des shorts. Enfin, on n'était pas non plus en contre petite. Mais bon, c'est peut-être petite. Moi, j'ai l'impression que ouais. si. En fait, je crois maternelle, ok, on porte des robes tout petites. Moi, après, j'étais non robe. Mais parce que très vite, tu sais que en fait, de toute façon, la société est misogyne. Donc du coup, tu l'intègres. Et moi, j'étais en mode, être une fille, c'est pas cool. Ouais. Donc si, en école primaire, ils tirent les cheveux des filles, j'étais en mode, ok, j'ai pas mal aux cheveux. Donc je me faisais tirer les cheveux. Je disais, ah ouais, non, j'ai pas mal, vraiment. Ouais, vas-y, saute de la marche et tire-moi les cheveux. Non, j'ai pas mal. Et j'avais un peu ce truc, le rose, c'est pas cool. Donc oui, c'est normal. Et ouais. Non, oui, t'as raison sur les robes quand même. J'ai l'impression que les robes, c'était lié à l'endroit de l'obligation un peu festive, genre des événements. Oui, voilà. Après, je pense pas qu'on était en train de pleurer, mais surtout, on nous l'imposait pas. Donc, il n'y a pas eu de combat aussi, c'est pour ça que je pense qu'elle a pas de souvenirs. Il y avait pas Mais je te disais l'anecdote tout à l'heure des petites chaussures roses, où ma mère qui se tape un délire, alors que vraiment, on était habillés comme des petits clowns colorés et non genrés. Et elle m'achète des chaussures roses. Elle est en mode c'était en promo et tout. Et vraiment, pour moi, c'est un traumatisme. Elle m'a dit non, tu les portes au moins une fois. Donc elle me force à les porter, chose que pareil qu'elle faisait pas. Je les amène je les amène à l'école. Putain, il y a un mot qui passe en mode à la chaussure de Barbie et tout. Et je me rappelle vraiment d'une honte profonde, quoi. Ah ouais, mais t'avais quel âge ? Eh ben, j'ai 9 ans, 10 ans. Okay. Donc quand même, il y avait un peu rejet de ça, quand même. Mais toi aussi, hein, t'étais vraiment... Oui, non, mais bien sûr, j'étais pas du tout dans les codes... féminin en fait. Moi après en fait j'ai l'impression que j'ai très vite en fait c'est facile de refaire l'histoire après, de se questionner de qu'est-ce qui a été, mais en l'état j'ai eu la sensation de pas souffrir en fait de mon identité qui n'était pas encore accessible même à mes propres yeux, mais qui était tout de même vécue, incarnée, tu vois, voilà. Mais en fait j'ai l'impression de pas avoir souffert aussi parce que je me suis mis en décalage assez rapidement, enfin dis-moi si je me trompe, dans le sens où je me suis mise dans mes passions, dans mes activités, dans ce côté un petit peu boulimique de faire des choses, et j'ai pas eu ce rapport, tu vois. Après, si toi tu n'avais pas de doute, les gens en avaient pour toi par contre. Ah ouais. Bon, tu vois, c'est bien de venir avec sa sœur, tu vois. Non, mais ce que... Oh, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais c'est parce que c'est un sentiment que j'ai et j'ai pas d'anecdote précise. Mais j'ai le truc de... Non, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... On me demande. Tu vois, une amie proche qui peut me demander, mais tu vois. Donc, et puis, franchement. Demander quoi ? Moi, c'est pas si c'était dit comme ça, mais il y a un truc un peu en mode. Vraiment, ma belle, t'étais vraiment en dehors des codes. Enfin, t'étais. Ce qu'on dit maintenant, ce qu'on dit peu, mais t'étais vraiment garçon manqué. Oui, c'est ça, ouais, j'étais un garçon manqué. Mais alors, tu t'habillais que en sport, vêtements hyper larges, tu faisais aucun maquillage jusqu'à. T'as jamais mis de maquillage en fait ? J'ai eu une petite phase, oui, c'est ça, mascara. Tu t'étais que avec des gars. Je me suis lissé les cheveux beaucoup en 3e, quoi. J'essayais un peu d'être... Oui, mais non, mais j'étais quand même un garçon manqué, putain. Si tu veux. On aurait dû te prendre des photos plutôt de cette époque-là. Enfin, c'est hilarant, tu la vois comme ça, la petite boy avec des petites lunettes, bon. Oui, mais aussi j'étais... je faisais beaucoup plus jeune que mon âge. C'est un truc qui m'a beaucoup suivi. Je faisais vraiment 4 têtes en dessous des gens de mon âge. Donc, en fait... Ils ont testé si elle avait pas un petit problème de croissance, la puce.
Voilà, en 6e et tout, j'ai fait des tests de croissance parce que j'étais vraiment en retard de croissance. Et du coup, en fait, il y a plein d'aspects qui m'ont placé à un endroit de décalage, tu vois. Donc, j'aurais pas su dire. Enfin, je me suis construit différemment et c'est pour ça, je pense que j'ai renforcé ce truc de être là un peu la clown de service, être un peu l'amie des grandes racailles du collège ou être la leaduse et monter un groupe de théâtre. Enfin, un peu ce truc en dehors, en tout cas, comment on appelle ça? Justement des stéréotypes un peu hétéros, même de relations, de séduction entre garçons et filles. Ouais, en fait, c'est-à-dire que en fait tu t'es éloigné totalement des standards de ce qu'on attendait traditionnellement d'une petite fille pour aller chercher l'intérêt des autres via d'autres biais, et notamment par l'art. Exactement. Et du coup, je pense que ça a retardé peut-être que je suis quelqu'un qui est assez fort dans le déni, je sais pas. Mais en tout cas, ça a retardé mon intérêt à ces questions d'ordre amoureux, romantique, sexuel. Tu vois ? Oui, c'est vrai que c'était même pas une question. Oh, pardon. C'était pas une question. C'était pas une question, oui. Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'avec le recul, c'était pour me protéger. Je voulais pas le voir. Parce que ça m'a pas empêché de penser que je kiffais un ou deux garçons. Mais j'étais en décalage. Enfin, les copines qui avaient leur première fois avec leurs copains, leurs trucs. Enfin, moi, c'est comme si j'étais... sans sexualité, quoi. Enfin, ouais. Non, mais après, de toute façon, les enfants ne sont pas sexualisés de base, mais j'ai quand même l'impression, tu vois, parce que du coup, j'ai enregistré un épisode avec Eva Guide, que vous connaissez. Eva qui racontait que elle était hyper sportive et que du coup, elle était très pote avec les gars fortiches du collège et de l'école, tu vois. J'ai peut-être, mais c'est une hypothèse que j'aimais, mais peut-être que dans l'enfance pré-lycée, donc primaire et collège, peut-être que le harcèlement il est un peu plus violent à l'égard des petits garçons qui sont des futurs PD qu'à l'égard des futures lesbiennes. Ouais, la société est misogyne, du coup. Ouais. En vrai, en fait, une fille qui va être sportive, qui va parler fort et tout, ça va être à un certain stade, ça va être valorisé. Ouais, t'as raison. La féminité, c'est négatif, donc dès que tu vas trop dans le féminin, et même des filles trop féminines, mais voilà, t'as grave raison en fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que ça passe mieux en fait quand t'es un peu quand t'es plus dans les codes de masculinité. De toute façon, le masculin va toujours être valorisé, donc. Ouais, c'est vrai, ouais. T'as raison. Et donc du coup, justement, je parlais du harcèlement. Vous, c'est pas des trucs que vous avez connus. Toi, Clémence, tu racontais que on te posait parfois la question à propos d'Aloïse, mais c'était pas du tout des questionnements qui étaient négatifs ou qui étaient malsains. Non, pas du tout. En plus, c'était pas, un peu un non-sujet, je crois, déjà. Et non, pas du tout. En plus, là, on parle du primaire et tout, mais moi, après collège, lycée, j'ai essayé d'être pile poil dans les clous. J'ai vraiment... je vois ça comme un déguisement, mais vraiment, j'étais pile poil dans les clous. Ça, c'est intéressant. Ouais. Pas une mèche de cheveux qui dépassait, j'avais les cheveux longs, je mettais le bon... Pas trop, pas dans l'excès, parce que c'était pas non plus moi, mais dans le... C'est ça, être une fille au collège lambda. Ouais. Alors ça, c'est intéressant, justement. Est-ce que tu l'as conscientisé, cette période-là, où justement tu as essayé de rentrer dans les clous, ou est-ce que tu as été contre tes propres envies? Parce que moi, je sais que, par exemple, quand j'étais au lycée, justement, j'ai fait comme toi. J'ai voulu rentrer dans les clous. J'avais des looks exactement les mêmes looks que tous les mecs de ma classe, alors qu'en vrai, j'aurais bien porté des looks plus féminins. Toi, est-ce que c'est un choix que tu as conscientisé pour justement ne pas sortir, pour ne pas se faire repérer par les radars ou pas? Je pense que là, non, il y avait vraiment il y avait peut-être un décalage que je sentais, en tout cas que j'essaie maintenant que j'ai une relecture, je peux dire ça. Sur le coup, il n'y avait pas je le sais, il faut que je le cache, pas avant 16 ans. Ouais. Donc avant ça, c'était juste, il faut que je sois parfaitement normale. Il faut vraiment que je sois pile poil. Quand je me regarde, jusqu'à mes 18 ans, j'ai les cheveux très longs, voire même je peux reporter des robes à 18 ans, je faisais de l'équitation. J'ai essayé. En fait, quand je me vois, je vois une jeune fille qui a vraiment essayé d'être pile poil ce qu'on attendait d'elle. C'est vrai que moi, Bah oui, j'aurais dit ça. Enfin, Tu peux pas dire ça, ma belle. Mais... Non, là je parle de toi. Ah, d'accord. Non, je parle de toi, c'est vrai que je pouvais rien déceler, quoi. Bah non. Alors qu'on était proches, quand même. Mais on parlait pas d'intime, quoi. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, justement, c'est que toi, Aloïse, t'es la grande sœur, et du coup, tu as appris un petit peu de ce que vous me racontez. T'étais un peu le garçon manqué de la fratrie,
du coup. Et donc, du coup, peut-être que tu t'es construite aussi peut-être en opposition avec ta grande sœur, et du coup, tu as essayé de prendre un autre rôle que celui de ta grande sœur. Fallait bien que quelqu'un prenne le rôle de la fille, en fait. On a un grand frère aussi. On a un grand frère, il y a Aloïs, il y a moi. Ouais, moi j'ai essayé, j'avais moins de... Et puis, non mais toi en fait ça passait comme tu dis, c'était pas négatif parce que t'étais un peu à part en mode le clown, la grande personnalité, elle va faire de la scène, elle se dirige vers le cirque et tout. Donc c'est vrai que c'est pour ça que Pardon, je rebondis sur le truc de tout à l'heure. Et moi je voulais vraiment... Non mais dans mon caractère aussi, c'est que je veux pas faire de vagues, je voulais pas faire de vagues en fait. Ouais. Et puis, toutes les filles font un peu ça aussi au collège. Je veux dire, t'apprends très vite que là, c'est le collège. La rentrer dans le rang, quoi. Ouais. Et les gars aussi. Certains, t'en as d'autres qui font d'autres choix. Ouais. Et du coup, avec vos parents, le coming out, tout ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais j'aimerais bien savoir, dans votre famille, c'est quand même... tous les queers ne connaissent pas cette chance d'avoir un frère ou une sœur queer. Est-ce que... Donc, vous m'avez dit que vous n'aviez décelé aucun signe entre vous, les sœurs. Moi non. Alors déjà, je faisais pas trop attention à moi, donc avec le recul, tu vois, je l'aurais jamais deviné chez ma sœur. Et non, pour le coup, c'est en tout cas quand je lui ai fait mon coming out qu'elle m'a fait le sien, et en fait c'est comme ça que j'ai su. Donc c'est assez. Moi je veux absolument que vous me racontiez moi, cet épisode. Dès que je raconte, je pleure. Le cœur qui bat très très fort. Donc racontez-moi le coming out. Oh non, t'es trop pur. Le coming out. Alors c'est quand, mon ange? Tu sais, c'est dans la voiture. Non, je sais quand, mais on a quel âge? Moi j'ai je pense que j'ai 21 ans, 22 ans, 22 ans. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, on va... Moi, t'as 4 ans de moins. J'ai 4 ans de moins. Oui, c'est sa première année. En tout cas, moi, je suis pleine de questionnements à ce moment-là, mais je suis pleine de tristesse, en fait, mais parce que je suis en gros chagrin d'amour. Et bref, de toute façon, je vais le dire après. Pardon. Ok. Alors, on prend l'espace familial, c'est important, la voiture, l'espace de ma mère qu'on conduit. Et Aloïse et moi, nous allons voir une cousine, je crois. Ouais, peut-être c'était un dîner avec des cousins. C'est un dîner avec des cousins. J'arrive en avance, et en fait, Aloïse, à cette époque-là, elle avait une meilleure amie lesbienne, et elle se voyait tout le temps, voire elle habitait avec nous, elle était tout le temps là. La question a déjà été posée, parce que du coup, c'est une question, du coup, tu vois, une meilleure amie lesbienne, vous êtes tout le temps avec, et bon. Ouais. Donc... Posée en dehors du cadre familial, parce que oui, personne pose la question, mais nous, on en parle. En tout cas, parce que à ce moment-là, je réhabite chez ma mère me pose pas de questions. Oui, non, personne pose de questions, alors qu'elle habite dans ma chambre. Toi, tu me dis, oui, elle est amoureuse de moi, et moi, je te dis, mais toi, et tu me dis, non, moi, non. Je me rappelle, c'est ça. Bien sûr. Donc, on va à ce dîner. En fait, je vais seule, pardon. Wow, je suis nulle pour raconter les histoires ou quoi. Je vais à ce dîner avec mes cousins, et ma cousine me dit, ok, Aloïse, elle vient avec... On peut dire le nom ou pas? Oui. Moi, j'en ai fait un EP, donc oui. Oui, ok. Parce qu'elle vient avec Jimmy, bon... Ouais. Et je dis non, elle vient seule. Et ma cousine, qui là, elle est plutôt du genre à mettre les pieds dans le plat, dit mais elles sont en couple. Et je dis non. Aussi fou que ça puisse. Aussi fou que c'est quoi l'expression, merde. Aussi fou que ça puisse paraître. Merci. Elle est hétéro, celle-là. Mais je dis, mais parce que Emla, ça commence à être difficile à le défendre. Je suis sa sœur et je suis garante. Mais non, mais tu me l'as dit à moi. Intégrité. Moi, elle est hétérosexuelle. Alors vous arrêtez. Toute ma vie, je vous jure, c'est ce qu'elle me dit. Je ne peux pas. Mais je suis comme vous. J'y crois à moitié. Non, ouais. Donc j'ai dit, non, vraiment, elle me l'a confirmé. En plus, je suis en mode, en fait, je suis la mieux placée pour le savoir. Mais Jimmy, je crois qu'elle a des sentiments pour elle, mais voilà, elle essaie de manœuvrer dans leur amitié. Bon, bref. Vraiment, tu fais du stand-up. Comme ça. J'ai pas l'habitude du micro, contrairement à vous, les stars. Du coup, je suis... Pardon. Du coup, voilà. Et voilà, le repas se passe. On rentre ensemble, cette fois-ci, en voiture. On est dans l'espace, donc. Et tu conduis. Vous étiez que toutes les deux. On est que toutes les deux. Et là, je lui dis, trop drôle. Tu sais pas ce que Alda, notre cousine, m'a demandé.
peut-être que là j'ouvrais une porte, peut-être, je me rendais pas compte. Mais je dis, elle m'a dit, une sacrée porte. Je lui raconte ça. Donc non, et Aloïse me dit, mais tu lui as répondu quoi? Et j'ai dit, non, mais je lui ai répondu, ce que tu m'as dit, la vérité, c'est-à-dire que toi, non, t'es hétéro, et puis que elle est peut-être elle a des sentiments pour toi. Bref. Vous avez le droit d'être meilleure amie en fusion. Tu m'as dit ça. Ouais, voilà. Limite, ça t'énervait qu'on te pose la question. En fait, t'avais surtout marre qu'on te pose la question à toi. Oui, en plus, moi j'étais en mode, il y a quelqu'un là. Et Aloïse me dit, vas-y. Je te dis, je sais plus comment je te le dis, mais je te dis, en fait, Alda, elle a raison. Oui, tu me dis, oui, c'est ça. T'es un peu rouge là, tu me dis, en fait, Clément, il faut que je te dise quelque chose. En fait, voilà, on est en couple. On est en couple, en fait, le truc est un peu comme ça et tout. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? En fait, d'ailleurs, t'exploses en larmes. Je fonds en larmes. C'est pour ça que j'ai envie de pleurer encore dès qu'on raconte. Arrête, je vais pleurer. Donc, je fonds en larmes et je lui dis, moi aussi, c'est horrible, en fait, parce que j'ai ce secret, je l'ai dit à l'époque, est-ce que je l'ai dit à quelqu'un? Je l'ai peut-être dit à la personne concernée, je l'ai dit à 1-2 personnes. Mais je le sais depuis mes 16 ans. Là, j'ai presque 18 ans. Et je ne le savais pas. Et elle le sait pas. Et en fait, j'explose en larmes en disant, mais je suis amoureuse, c'est horrible, elle m'aime pas en retour. Enfin, voilà. Et donc, Aloïse dit, attends, je garde l'espace. Elle se gare comme ça sur un truc zébré. Et en fait, elle me prend dans les bras. Elle me dit, ça va aller, on est ensemble, tout va bien aller. Je pleure, elle me console, elle pleure aussi. Magnifique moment. Ouais, c'est vrai. Et je lui ai dit, tant qu'on s'aime, ça va aller au chip, un truc comme ça. Elle me dit, t'inquiète, tant qu'on est ensemble, tu m'as toujours dit, tant qu'on est ensemble, tout va bien aller. Et c'est vrai. Et c'est vrai, jusqu'à présent. Franchement, c'est hyper émouvant de vous entendre raconter ça, parce que les coming out, ça peut être extrêmement violent. Et là, c'est un coming out qui rend joyeux, quoi. Ce que vous me racontez là, le fait que vous fassiez ça toutes les deux ensemble, ça a dû être un immense. Le coming out est un soulagement de manière générale quand ça se passe pas trop mal, mais vous concernant, ça doit être c'est un monde qui s'ouvre à vous, quoi. Oui, parce que s'il y a bien, en fait, moi, une armure dans ma vie, une armure, un socle, quelque chose qui sera toujours là. J'ai pleuré. C'est ma sœur. Du coup, là, le fait en plus qu'elle soit là, en fait, ça y est, elle était au courant. Déjà, je sais qu'elle allait me soutenir. Et en plus, là, on s'était en mode, en fait, on fera front contre tout. Il n'y avait pas forcément de menace, mais s'il y en avait une, de toute façon, ok. moi, je vais pas finir le podcast sans pleurer, de toute façon, mais it's ok. Non, mais je voulais rebondir. Non, mais moi aussi, enfin. Bon, déjà, j'adore ma sœur, je suis fan de ma sœur, je la trouve exceptionnelle. Et pour moi, c'est vraiment un exemple, ma sœur. C'est vraiment même un modèle. Alors, même qu'elle est la petite sœur, mais il y a plein de moments dans nos vies où parfois, on ne sait pas, les gens pensent que c'est la grande sœur ou tellement elle est géniale et intelligente et mature. Et en fait, quand elle m'a vachement aidée, moi, parce que moi, quand je fais mon coming out, je le fais presque en même temps en chanson. Et je sors mes premières chansons et mon premier EP. J'ai fait 3 chansons dans ma vie et je débarque. Et puis moi, sincère comme je suis, je raconte sans dire vraiment que c'est moi, en n'utilisant pas les... Enfin, en gros, il y a 2 chansons de mon premier EP, Jimmy. Bon, ça raconte cette histoire-là, qui n'est pas forcément la mienne. Ouh là là, bon, évidemment... Oui, mais c'est déjà une thématique dont voilà, la thématique, elle est très claire. Exactement. Puis à l'horizontale, j'utilise pas les pronoms, mais en fait, voilà, on a compris. Ouais. Et donc, en fait, mon coming out, je le fais à la France entière parce que je deviens médiatisée, en fait, à mon échelle, au moment de la sortie de ce premier projet musical. Donc, c'est quand même une déflagration. Il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui l'apprennent en écoutant mes chansons. Enfin, voilà. Ah ouais. Bah ouais. Et en fait, ma sœur, elle a été d'un soutien vraiment indéfectible. Mais au-delà de ça, en fait, je la trouvais fort déconstruite, elle. Comme si elle avait de l'avance sur moi. Peut-être parce qu'elle l'a su un peu plus jeune ou qu'elle a eu le temps, je sais pas, de le nourrir à l'intérieur, de se questionner. Là où moi, c'est arrivé comme ça, alors que pas du tout évidemment, mais parce que j'ai peut-être été dans le déni, comme je te le dis, tu vois. Et du coup, elle m'a vachement aidée, même médiatiquement, à utiliser les bons termes, parce que très vite, j'ai été mise en avant, et il fallait que je devenais une représentation, alors que j'étais vraiment, moi, une baby lesbienne qui et je te rappelle, enfin, je te demandais, tu me disais, bah non, ça, tu peux pas le dire. Enfin, comme si j'étais maladroite, parce que moi, c'était la première meuf. Au tout début, c'était presque encore, c'est que celle-là, et... Oui, il n'y en aura pas d'autres, tu vois. On dit tout ça et puis on dit tous qu'on est bisexuel. Enfin, non, la bisexualité existe, hein, genre, attention. Mais moi, par exemple, j'ai
dit pendant genre 1 an que j'étais bisexuel alors que je savais très bien que j'étais juste gay, tu vois. Oui, puis moi je me disais c'est cette personne-là, c'est pas qu'elle soit une femme, un homme, enfin voilà, j'aimais cette personne-là, j'étais amoureuse d'elle. Et surtout qu'en plus toi tes chansons, si mes souvenirs sont bons, t'es Jimmy, tout ça, c'est sorti à peu près en même temps que 120 BPM, non ? Oui, c'est ça. Ouais, quasiment. Donc déjà, t'apparaissais au cinéma dans un film ultra queer. Ouais. Tu sors Jimmy, tu sors À l'horizontale, tout ça. Enfin, c'est des chansons qui Jimmy, clairement, la thématique, on est Bien clairement sûr. dedans. Effectivement, tu rentres dans le bain médiatique en même temps que tu fais ton coming out à tes proches, quoi. Ouais, quelque part, ouais. En tout cas, du coup, ça a été aussi quelque part salvateur parce qu'en fait, j'ai pas eu le choix. Enfin, en tout cas, je me suis pas laissé le choix parce que j'aurais pu décider de pas partager ces chansons, mais j'ai pas réfléchi. Mais du coup, ça m'a mis dans une position de responsabilité et donc de fierté et donc de statement en fait, très fort et très clair dès le départ. J'ai pas eu le temps de me mais j'avais quand même un décalage parce que on me demandait des références, dans quel bar. Mais moi, je faisais pas. J'étais vraiment. Tu vois, j'avais pas de. Toi, je trouvais que t'avais plus ça. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, tu m'aidais plus. Ouais, mais en fait, oui, mais déjà, j'ai 4 ans de moins. Bon, ça joue un peu. Mais surtout qu'au moment. Oui, au moment où je l'ai su, j'ai vraiment voulu me nourrir de toute cette culture en termes de livres, en termes de références. Ouais. J'ai regardé The L Word, enfin tous les trucs de qu'est-ce que je fais maintenant. Donc je l'ai fait. J'ai fait ce taf-là. J'avais envie d'embrasser la culture lesbienne en fait. En mode ça y est, en fait, maintenant que je sais, même si les autres sont pas au courant, je veux savoir ce qu'il en est. Donc c'est peut-être pour ça. Voilà. Moi, ça a été fait. Progressivement, mais du coup, dans un autre sens que peut-être qu'on a l'habitude de voir. Ouais, c'est intéressant. Et donc, du coup, toi, tu parlais tu t'es documenté au moment où, avant même ton coming out, on va faire tout à l'heure le questionnaire de Mauvais Son avec les films, les bouquins, tout ça. Ouais, trop bien. Qu'est-ce que je voulais vous demander ? Est-ce qu'on peut parler de la famille et des parents, du coming out, ça s'est bien passé, tout ça ? On peut en parler ou pas ? Ou ça vous fait chier ? Si vous êtes pas à l'aise... Non, on peut en parler. Non, je me demandais qui était la première, mais c'était toi. Ouais, moi, en fait, c'est ça, je l'ai su avant, mais vraiment, j'ai attendu d'être juste un... Ouais, que on pouvait plus... genre... Aucun mot, rien n'aurait pu me faire de la peine, rien, j'étais assez comme blindé, ça. Quoi. Voilà, blindé, c'est vrai. Et vas-y, toi. Moi, rapidement, rapidement, toi, tu le sais à ce moment-là, quand maman le sait, quand maman l'apprend. Ouais. Rapidement, en fait, cette personne vivait presque chez nous. Enfin, moi, j'étais retournée chez ma mère parce qu'elle avait un logement à Paris à ce moment-là, pendant mes études, etc. T'étais à la maison, toi, ou pas ? Non. Et notre frère ? Je sais pas. Ouais. Bon, bref, on est tous repassés habiter chez maman. Mais moi, j'habite... T'habitais en même temps. Bon, bref. Et donc, du coup, j'étais beaucoup en tournée. Enfin, j'étais danseuse plutôt circassienne à l'époque, comédienne aussi déjà, mais pas chanteuse. Ah bah si, au début, oui. Mais bon, bref, pardon, je me mélange. On s'en fiche de ce que je faisais à l'époque. Et du coup, en gros, j'étais partie en tournée et cette personne, Jimmy, m'avait laissé un mot en fait sur le lit, un mot d'amour quelque part. Ouais. Et elle est tombée dessus à ma mère. Et quand je suis rentrée de tournée, elle était pas normale. Mais ce qui était difficile pour moi, je sais pas comment elle le vivrait à l'époque, je crois pas qu'elle le vit. Je lui avais déjà redemandé en plus. En fait, y a un peu ce truc-là dans notre famille où c'est votre vie privée. Il y a un peu ce truc-là, t'es d'accord ? Enfin, on n'en parle pas. Enfin, on en parle plus maintenant en étant adulte. On n'a jamais eu zéro question de tu sors avec qui ? T'as des amoureux et tout. Jamais. Il y a une pudeur sur les trucs perso. Quoi. Ouais, il y a une pudeur sur les trucs perso. Donc mon frère ramenait ses copines à la maison, mais nous rien et personne nous posait aucune question. Et du coup, ma mère ne me parle pas, mais je la sens très très fermée quoi. Franchement, presque agacée en fait. Et donc, elle me dit à la volée, j'ai rangé un mot là dans ton tiroir. Je me dis ok, donc je vois le mot, je fais ok. Et donc ça a été à moi d'essayer de créer un espèce de moment où on allait être face à face. Là c'était le moment d'une tisane le soir où j'ai dit bon on parle et je suis allée au devant des choses. Et donc voilà, donc ça s'est bien passé. Mais
je lui ai expliqué, je lui ai dit. Donc j'étais encore, moi, pour le coup, par rapport à ma sœur, pas très sûre de moi sur ce truc-là, de c'est cette personne, limite à m'excuser quand même, hein, un peu, mais t'inquiète, mais voilà, mais ta. Et elle m'a dit non, mais c'est ta vie privée, elle m'a dit un truc comme ça. Genre, et à partir de ce moment-là, elle m'en a plus jamais reparlé. Donc, je vois très bien. Voilà. Ouais. Et en fait, bon, avec le recul, je comprends que c'est la pudeur de ma mère. J'aurais peut-être apprécié un peu plus de communication, mais en revanche, à partir de ce moment-là, ça n'a jamais été un problème. À partir de ce moment-là, on a ramené. Enfin, donc je vais parler pour moi. Après Clémence va raconter. J'ai pu, je dis ça tout en sachant que j'ai toujours du coup été très pudique. C'est très récemment que je peux être beaucoup plus, tendre ou tactile en public. En public. C'est vraiment récent, ça a pris du temps, notamment parce que cette première relation était finalement une relation cachée. En tout cas, pendant la première moitié de cette relation, cachée aux yeux de ma famille, aux yeux du public, aux yeux public. Pardon, c'est pas pour... aux yeux je voulais dire public, non, aux yeux des gens à l'extérieur, voilà. Ouais. Donc, je prenais jamais la main dans la rue, etc. Ça a mis du temps à déconstruire ça quand même. Et voilà. Et mon père, à ce moment-là, on était plus distants, voilà. Et du coup, je lui ai écrit une lettre. Et lui m'a répondu, on le savait. Tu te rappelles pas? Genre en mode... non mais je crois qu'il a à cette époque les relations étaient plus distendues. Maintenant ça va beaucoup mieux, mais du coup un peu un truc genre c'est pas un problème, genre on le savait et puis genre c'est très bien quoi, genre vraiment pas de problème. Ouais, j'ai l'impression qu'il faudrait lui demander. Il y avait peut-être un peu de, enfin pour maman il y a peut-être, enfin je sais pas, mais en tout cas il y avait aussi, j'ai l'impression, de trahison, de je n'ai pas su, on m'a caché un secret. En fait je pense que c'est plus ça avec le recul. Je pense que ma mère a été blessée, qu'elle n'ait pas été au courant. Je pense qu'elle a été vexée de ça, je pense. Ouais, en même temps, alors je connais pas votre maman et loin de moi l'idée de la juger, hein, mais en tout cas moi, de ma propre expérience aussi, j'ai vécu dans le secret pendant longtemps. Je pense que c'est aux parents aussi de créer la condition du dialogue et de mettre leur enfant en confiance pour qu'il puisse parler sans avoir peur d'être jugé. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, carrément. Ouais, il y avait tellement pas de dialogue en fait là-dessus. Que en fait elle a pas su, et ouais la première réaction c'est toi quand même qui est allé et qui a dû le faire en fait. T'étais un peu mise ouais, je me sentais un peu mise à l'écart et je la voyais pas dans son assiette et j'ai dû faire l'effort de quoi. Et toi c'était au supermarché? Alors moi c'était après ça déjà, c'est sûr. Ouais, j'ai vraiment le truc de la petite sœur. Bah oui, on va en parler. Ouais, donc t'es la petite sœur et tout, et en fait tu te dis bon je vais passer. En fait, les gens vont dire elle fait pareil quoi. Horrible. Ah, tu le vois comme ça? C'était ce dont t'avais peur? Alors soit ça, soit l'effet oh putain encore. Oui, alors moi à ta place je me serais dit ça parce que tu vois, moi j'ai un grand frère et tout, voilà. Mais du coup moi à ta place je me serais dit ça, mais en fait si ça se trouve les parents ils pensent pas du tout comme ça. Ça c'est des trucs qu'on se dit avant notre coming out, tu vois. On faudrait faire un podcast avec nos parents en fait. C'est hilarant parce que j'aimerais lui dire ça fait quoi. Je pense qu'il y a une petite remise en question de il y avait un truc qu'on mais non. Non, bah non. Donc du coup, raconte-nous, t'étais au supermarché avec ta maman, c'est ça? Oui, je crois qu'on vient d'acheter des fleurs, des chrysanthèmes qui sont les... Tu sais, les... J'adore le sens du détail. Je me rappelle parce que tu sais, à chaque fois j'en ai fait une petite BD, que ce soit le coming out avec ma sœur, que ce soit avec ma mère, j'en avais fait des petites BD, donc je m'en rappelle heureusement. C'est une très mauvaise mémoire. Mais en tout cas, on revient, on a acheté des chrysanthèmes, qui est la fleur, tu sais, qu'on met sur les tombes. Sur les tombes pour la fête des morts, exactement. Voilà, tombe de mon hétérosexualité. Désolée maman. Donc on revient et là on parle de ma belle-sœur, donc la copine de mon frère. Ok. Voilà. Je sais pas, je demande un peu en mode maman, t'en penses quoi, tu l'aimes bien? Et elle me répond, très maman, notre maman je veux dire, qui répond moi je n'ai aucun avis à donner sur avec qui vous sortez, tant que vous êtes heureux, voilà, enfin oui je l'apprécie beaucoup. Bon. Et là elle se lance, elle ose, parce que je pense qu'elle s'est compris qu'en fait elle avait pas demandé avec toi et qu'elle était comme ça en mode quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle ose, mes premières fois de ma vie. Donc elle me dit, et toi tu sors avec quelqu'un et là elle me dit elle me dit quoi? Elle me dit un petit ami ou... Et là elle dit où? Je me dis waouh, ça y est, elle m'a vu, j'ai une porte ouverte. Ou un copain, bref, je me rappelle plus la phrase exacte, mais elle me dit... C'est la porte qui s'ouvre et qui se referme. Elle vraiment, mais j'avais mis le pied dans la porte. Elle pouvait pas...
Et donc je dis non, en ce moment non, mais tu sais maman, s'il y a quelqu'un, ce sera plutôt une amoureuse. Ok. Voilà, c'est bon, j'étais prête. Hein. Ce sera plutôt une amoureuse, voilà. Et elle me dit, mais ça c'est drôle, elle me dit, ah bon, toi aussi, les filles, d'accord, bon très bien. Et j'étais regardée, oui. Et là je lui dis quand même, parce que c'est vrai, ma mère, j'ai toujours eu très peur de la décevoir. Et du coup, je lui dis, j'osais pas te le dire. C'est vrai que j'avais peur de te décevoir. J'avais pas peur de ta réaction. Et là, j'ai senti, c'est pour ça que je dis à Loïs que c'était plus le fait on lui a pas dit, donc elle est une mauvaise mère, elle a pas mis ce climat, comme tu disais, de sécurité. Ouais. Donc elle me dit, quoi ? Ah non, vraiment, je sens que ça la touche, que j'ai hésité à lui dire. Voilà, elle est peinée de ça. Et donc, elle lui a dit, non. Enfin, vraiment, en mode bichette. En mode, non, vous auriez pu me le dire, etc. Bon. Et après, elle me dit, bon, de toute façon, maintenant, la PMA, c'est bon. Donc, vous pouvez faire des petits-enfants, quoi. En gros, j'étais en mode, ok. J'ai pas repris sur, t'en verras, c'est pas obligé dans la vie d'avoir des enfants. Mais là, j'ai senti que hop là, elle avait pris ça en mode, de toute façon, maintenant, c'est bon. Et du coup, voilà. Et ça s'est fini là, comme ça. Mais c'est marrant que tu dises ça parce qu'en fait, moi... avant de faire mon coming out, j'avais peur de ne pas pouvoir donner d'enfants à mes parents, et notamment à ma mère qui adore les gosses, qui a été instite, tout ça, machin, et je sais que ma mère voulait absolument avoir des petits-enfants. Alors j'ai un grand frère et j'ai une petite sœur, mais il y avait effectivement cette question des enfants. J'ai l'impression qu'il y a chez certaines mamans... peut-être ce qui les dérange dans le fait d'avoir un enfant queer, c'est de pas éventuellement avoir de petits-enfants via leur enfant, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, en fait c'est fou, mais en fait il y a quand même le truc de normalité, donc de la norme vraiment. Et la norme c'est, en fait les parents, mais nos parents ne sont même pas questionnés, je pense, à s'ils voulaient ou pas des enfants, parce que c'est comme ça. C'est en fait tu fais, voilà. Et donc tes enfants ils vont faire des enfants, tu auras des petits-enfants et chacun aura des mini. Alors bon, ça peut être plein de choses, hein, de trucs malsains de vouloir... de vouloir voir ton gène, où est-ce qu'il va se développer, ça va ressembler à donc dans ce truc. Oui, le truc narcissique d'avoir des enfants, ou de en fait on se transmet, enfin de toute façon nous on se pose la question maintenant, est-ce que vraiment ça vaut le coup, pourquoi je le fais, est-ce que je vais le faire bien, etc. Et donc nos parents, il y a ce truc de je m'étais fait un schéma dans la tête, on sort de schéma, mais c'est bon. On va pouvoir, tu sais, raccorder le train. Ouais, carrément. Et c'est une réaction qui n'est pas du tout rare, ce truc de mais les enfants. Ouais. Voilà. Même, je pense que même ça a ralenti certains coming out. Enfin, en tout cas, moi, ça a ralenti le mien. La peur de décevoir ma mère, de ne pas pouvoir lui donner de petits-enfants, ou éventuellement par le prix de vivre au placard, être marié à une femme alors que je désire les hommes. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Genre les années 50, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. L'enfer, quoi. Ah, l'enfer. Non, mais ouais. Enfin, c'est vrai que ça vient, mais je crois que Mais nous avons un grand frère qui fait le taf. Il est ingénieur. Il n'est pas saltimbanque comme les deux dernières. Il a des enfants. Il en a 2, un garçon et une fille. Tu sais, genre... On l'adore. Comment il s'appelle ? Non, il s'appelle Roman. On salue Romain. Romain Sauvage. Roman Sauvage. Ouais, on fait ça comme s'il était, mais il est magnifique et... C'est un poète. Et on se moque en mode lui il est dans les clous, mais au-delà de ça c'est un homme super. Non, alors je me moquais pas de mon frère que j'adore, vraiment on est une chouette fratrie. Mais non, je dis ça par rapport à maman qui a ses petits enfants. Si jamais on peut nous on peut se questionner et on n'aura peut-être pas d'enfants, mais en tout cas voilà, mon frère a fait le taf, notre frère. Alors c'est l'heure du questionnaire. Vous disiez que vous n'aviez pas de prémices, peu de prémices. On va voir quand même à travers ce questionnaire s'il n'y avait pas des signes un petit peu avant-coureurs. Si votre enfance ou votre adolescence queer se matérialisait en une chanson, ce serait quoi ? Oui. Ah, tu veux le dire ? Alors moi j'ai pensé, mais parce que c'est très nous et notre... Je sais à quoi tu penses ? À Une femme like you. Femme like you de Camaro, évidemment. Ah ouais. On a une vidéo, pardon. Non, vas-y. On a une vidéo sur la plage, on dirait qu'on a le même âge, alors que non, je le répète, j'ai 4 ans de plus que cette personne. On a quel âge ? 9 ans ? 8 et 12 ans. 8 ans et 12 ans. On chante toutes les paroles de Femme like you, c'est exceptionnel. On fait le show, je sais plus, c'est une amie de ma mère, Véro. C'est Véro qui nous filme. C'est Véro. C'est Véro qui nous filme. Et puis voilà, c'est exceptionnel.
quand même, pour la petite anecdote, je l'ai joué quand j'ai fait mon premier Olympia. Ma sœur est montée sur scène, on a chanté Femme Like You. Ouais. Donc c'est notre chanson. Donc c'est notre chanson là en tant que sœur, ça c'est sûr. Mais aussi quand je le vois, c'est une chanson qui est très sexy, qui est en mode vraiment toi je te veux, ton corps de femme. Ouais. Donc il y a un truc où maintenant je le vois et ça me fait rire et je me vois moi, pareil à des Noëls et tout, prendre des phrases de gros dragueurs, de crooners et puis le faire à la femme de mon cousin en mode toi t'as de beaux yeux, tu sais. Ou vous vivez encore chez vos parents. Donc il y a un truc comme ça où on essaie de prendre des petits codes par-ci par-là parce qu'en vrai on était en mode on aimerait être ce gars qui drague quoi. Ouais, puis moi je rêve depuis que j'ai 7 ans d'être un rappeur américain avec une chaîne, une casquette et faire des clips où je danse. Bref. Eva Guide, dans l'épisode 3 de Mauvais Sang, elle m'a raconté qu'elle voulait être Philippe Nicolic des To Be Free. Ah bah ouais. Donc en fait, nous, on veut être Mylène Farmer et Britney Spears, et vous voulez être Tupac et Philippe Nicolic et Camaro, du coup. Ben non, mais c'est vrai que quand j'y repense, moi j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question, justement, au début du projet musical, votre icône, et en fait, j'avais un peu honte, en plus, de ne citer que des garçons. Mais effectivement, en fait, avec le recul, c'est que je voulais leur ressembler à ces garçons. Je voulais être Billy Crawford. Non. Et finalement, la seule, entre guillemets, artiste féminine qui m'a complètement bouleversée, c'est Diams. Et au-delà de son art, de son écriture, moi, elle me touche au fond de mes tripes. C'est aussi, elle présentait physiquement le fait qu'elle ait les cheveux courts. C'était, elle venait avoir une autre féminité. Elle n'était pas dans les codes. Voilà, j'arrive pas à m'exprimer, mais. Et puis on a accès à notre culture queer lesbienne au moment où on est au courant aussi, on peut y avoir accès. Avant ça, on a juste les choses mainstream et on essaie de se raccrocher à des petites choses, donc c'est normal que t'aies pas. Oui, mais je pense que même dans la culture mainstream, il y a il y a des signes que les autres ne voient pas et que nous on perçoit. Oui. Ouais. Tu vois, genre par exemple, c'est con, mais Dalida, c'est une génération qui est bien avant la nôtre, mais Dalida, quand tu écoutes la chanson Parle plus bas, tu sais, c'est la reprise du thème du Parrain. Parle plus bas car il pourrait bien nous entendre, le monde n'est pas prêt pour tes paroles tendres. C'est une chanson, si tu vraiment t'es hétérosexuel et tu t'interroges absolument pas sur ce genre de truc, tu ne vois absolument pas que c'est une chanson ultra queer en fait, tu vois. Et je pense que nous, notre esprit, étant donné qu'on a grandi un petit peu à la marge et qu'on avait cette espèce de petite conscience, cette petite Jiminy Cricket qu'on est quand même un petit peu différent des autres, on va chercher ces signes-là. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Et pourtant Dalida, c'était une artiste ultra mainstream qui passait sur TF1 tous les samedis soirs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pareil pour après Mylène, c'était public, qu'elle avait un public très queer, mais il y a des films, tout ça qui sont pas directement queer, mais dans lesquels nous on va chercher des signaux. En fait, je me pense à moi, c'est Superbus, à Lolola. Bien sûr. Ah ouais, je me rappelle, je l'écoutais et j'étais là, waouh. Dès que tu es un mini, c'est ça, comme tu dis. Ça m'a fait penser parce que elle est clairement la chanson, c'est ça. La chanson est clairement lesbienne. C'est clairement une chanson lesbienne. Toutes les chansons en mode mais les Mylène Farmer aussi. Toutes les chansons sans contrefaçon. Je suis un garçon. À Lolola, j'ai les cheveux longs. Et Tatou, ça vous a pas. Et Tatou, j'allais le dire aussi. Ah ouais. D'ailleurs, petit clin d'œil à Tatou là aujourd'hui dans ton look. Ah ouais, parce que je suis en mode pensionnat. T'es en mode garçon de pensionnat. Ouais. Non, c'est vrai. Et Tatou aussi. Ouais. Pareil, voir le clip, le truc, t'es comme ça. Oui, c'est vrai. Si, je vois très bien, non. Mais je me suis pas fait une révélation à moi-même encore, mais moi je suis grave. Hein. Mais c'est pas une révélation qu'un truc où tu te rappelles l'avoir vraiment regardé avec plus d'attention. Ouais, moi je me souviens que quand Zazie a sorti le clip de 1 point c'est toi, vous êtes trop jeune pour avoir connu ce clip-là, mais il y avait 2 mecs, moi j'étais enfant et j'ai vu ce clip et il y a 2 mecs qui s'embrassent et on est dans les années 90, tu vois. Ah ouais. Et j'ai fait genre... En plus, les 2 mecs étaient canons. Genre vraiment, ça a été genre là à ce moment-là, je me suis dit je suis foutu quoi. Je suis foutu. Si votre enfance ou votre adolescence queer était un film ou une série, ce serait quoi ? Moi, mon film préféré, Billy Elliot. Ouais, voilà. Je capte totalement. Billy Elliot quoi, qui lui-même est à la marge. En voulant devenir danseur
et en rejetant aussi cette masculinité toxique qu'il subit à la maison et pas qu'à la maison d'ailleurs. Ouais, dans son petit débardeur blanc, à danser sur les toits. Enfin, c'est... Tu t'es reconnu? Ouais. Ouais. Un jour, je sortirai un album et il y a une chanson qui enfin, faut pas que je le dise, mais justement parce que c'est comme un peu un alter ego de cet enfant intérieur en moi, Billy Elliot, tu vois. Et ouais, je me suis reconnue, ouais, carrément. Ouais, c'est dur, c'est bon. En plus, on l'avait en cassette, on avait peu de cassettes, donc je me rappelle qu'on l'avait quand même poncé. Moi, je me rappelle... il y en a plusieurs, je sais pas laquelle prendre, mais... Tu peux en citer plusieurs, tu sais. Il y a le film 8 femmes, tu vois. En fait, pareil, je sais pas si on l'a en cassette ou je le vois, mais il y a un moment donné, avec Fanny Ardant et Catherine Deneuve, bien sûr, sur le tapis. Bon, maintenant, je suis un peu... mais sur le coup, je suis en mode, oh punaise. Et tu sais, c'est hyper érotique, je vois très bien la scène dont tu parles. C'est une scène extrêmement érotique entre deux des plus belles et grandes actrices du patrimoine du cinéma français. Ouais, bon là, maintenant... Non, c'est juste que là, elles sont en sortie de route, elles sont plus en sortie de route. Surtout, Fanny Ardant, elle a vraiment tourné vinaigre depuis. Mais, les deux. Catherine Deneuve, il y a eu la tribune. Non, je pense que... Oui, il y a eu les tribunes. Il y a eu tout. Mais en tout cas, bon. Donc voilà, donc ça, je me rappelle de ça. Je me rappelle de... Bon, c'est une comédie, je sais pas à quel point maintenant ce serait... Je sais pas à quel point elle est OK. Mais Mrs. Doubtfire. Je sais pas si tu vois. Ah bah bien sûr, je vois très bien, j'étais fan. Nours, il avait la cassette et je la regardais tout le temps. Et pareil, tu vois, avec le recul où je me dis pourquoi j'aimais. Il y avait ce truc où il se transforme en fait. Il est quelqu'un d'autre. Il est quelqu'un du genre opposé. Voilà, ouais. Oui. C'était tellement bien ce film. Ouais, il est très drôle et tout. Donc ça, c'est aussi un gros souvenir. Et sinon, plus quelque chose que j'ai poncé, c'est Grey's Anatomy. Okay. J'avais une obsession, j'avais demandé les DVD et tout parce que il y a un personnage, bi, dans une relation avec une autre meuf, les deux, voilà. Et donc je me rappelle que pareil, tu vois, c'est pas forcément mon personnage préf, mais il existait. Ça, c'est hyper important que dans les œuvres culturelles mainstream, il y ait des représentations queer dans le... Tu vois, moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais pour le coup, jeune adulte, j'ai beaucoup regardé Six Feet Under. Bon, c'est bien glauque comme série, mais faut absolument que tu vois, c'est genre chef-d'œuvre. Et il y a un des frères qui est gay. Ou même Brothers and Sisters, vous vous souvenez de cette série ou pas? Il y a un des frères qui est gay. Et donc, du coup, en fait, même si c'est des séries qui sont assez classiques dans la représentation du genre, tout ça, le fait d'avoir une représentation queer au sein d'une famille hétéro, en tout cas plus classique, c'est important. C'est des trucs auxquels on se raccroche aussi, nous. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, moi, j'ai pas là d'exemple précis, mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai toujours été très sensible, c'est ça, aux personnes, aux personnages un peu à côté. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, soit ça va être c'est un peu réducteur ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, soit des filles strong, justement, en dehors de cette un peu, malgré elle, cette un peu soumission au regard masculin constante, quoi, ou des garçons sensibles, un peu... Non, mais j'avais fini. Je me rends compte que ça m'émeut, en fait. Ça m'émeut les personnes et les personnages un petit peu à côté. Oui, je pense que c'est stéréotype. Oui, c'est ça. Et que à notre époque, en fait, c'était toujours ça. Ce stéréotype, c'était vraiment... On était sur le spectre de... c'était pas aussi nuancé que maintenant, on a d'autres représentations avec d'autres trucs. Ouais. On a pu lesbienne qui doit être masculine et le garçon gay qui doit être très féminin. Mais à l'époque, déjà, il y avait c'était que ça et que ça existe. Mais je veux dire que... C'est pour ça que j'ai dit que c'était très réducteur ce que j'allais dire, mais c'est vrai que... Pas que c'est réducteur, c'est que... Voilà, il n'y a pas que ça. Il y a pas que... Oui, c'est ça. Ouais. Et mais après, ceci dit, tu vois, moi, je me rends compte que... je sais pas si je vais garder ce passage, mais je le dis quand même. Je me rends compte que parfois, moi, je peux me sentir plus proche d'une femme très masculine que d'un homme très féminin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu... moi, je vois ce que tu veux dire. Moi, je me sens... Moi, je vois ce que tu veux dire, parce que moi, par exemple, je me sens très proche des hommes gays. Ouais, vraiment. Il y a un truc... je saurais pas l'expliquer, mais... Ouais, ce qui est cool, ça veut dire que quand même, on sait faire communauté, quel que soit notre genre. Et ça, c'est hyper important politiquement de rester soudés. Si votre enfance ou votre adolescence queer était un bouquin,
ou une BD? Ça, c'est plus dur pour moi, ça. T'as, toi? Et moi, plutôt là, j'ai 16 ans. Mais du coup, 16 ans, c'est le CDI du lycée. Ouais. On y va le midi avec ma pote. Et là, elle a acheté, la meuf du CDI, que je remercie. Qui après, j'avais des nouvelles d'elle parce que j'avais fait des dessins avec elle. Bref, je la salue. Merci Liliane. Merci, mais je me rappelle pas son nom. Mais voilà, en tout cas, parce que c'est très important en fait. Parce que si elle n'avait pas acheté le livre, bon, bien sûr, je l'aurais fini par le savoir. Mais je veux dire que heureusement qu'il y a des gens dans l'éducation nationale et dans la pédagogie en général qui offrent des trucs. Bref, en tout cas, dans le CDI, il y avait Le bleu est une couleur chaude. Et je me rappelle qu'on le lit avec mon ami. Et je me rappelle que, je suis là, on peut pas tout le lire, donc je reviens le lire, etc. Ouais. Et après, je le commande à Noël. Et j'espère un truc, c'est qu'en fait, personne ne va l'ouvrir. C'est-à-dire que mon père l'offre, il m'offrait des BD à chaque fois, je faisais une liste, là je fais une liste et j'ai un peu honte de glisser, mais je me dis, mais je suis passant, il me l'offre et puis j'ai pas envie que les gens le lisent, voir de quoi ça parle, donc je crois que je prends la BD quand même pour la lire un peu plus. Voilà, donc tu vois, il y a ce truc où. En soum-soum, quoi. Ouais, en soum-soum. Mais ça m'avait marqué, c'était la première fois que je le lisais, il y avait une histoire d'amour lesbienne. Alors, pour rappeler à nos auditrices, le bleu est une couleur chaude, c'est la BD qui a inspiré La vie d'Adèle. C'est le ça. film La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, et le film est décrié, mais la BD a été est considérée comme un chef-d'œuvre. Ouais, de Jules Marot. Et voilà, c'est une. En tout cas, ça a été, je pense, que c'était une des premières pendant très longtemps. Lecture fiévreuse, tu dirais? Fiévreuse. Lecture érotique, quoi. Ah non, peut-être pas dans ce sens-là, je crois pas. Je crois pas que c'est très... Ah si, quand même, ouais, j'avais oublié. J'ai oublié, j'étais en mode, oui, alors au début, elle est dans l'hôpital, elle est malade. Non, mais oui, sûrement. En tout cas, il y a un truc de, ça existe, c'est visible. Oui, c'est vrai. En plus, c'est pour ça que je l'avais demandé à Noël, pour bien la relire. Je sais pas. T'es pas obligé, hein. Ouais. Non, pour le coup, on a eu beaucoup de chance que notre père était documentaliste, justement. Big up aux gens des CDI, de France et de Navarre. Mais du coup, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, donc j'ai beaucoup, beaucoup lu. Mais j'ai rien qui me vient, là. Mais c'est pas obligatoire, hein. Si votre enfance ou votre adolescence queer, ce sera ma dernière question, réfléchissez bien à la réponse. Était un objet. Elles réfléchissent bien là. Heureusement qu'on peut couper ce blanc. T'as pas d'idée, toi? J'ai une petite idée, mais je réfléchissais s'il y avait mieux. Ouais, moi c'est ça, en fait, je me dis, est-ce que je peux avoir mieux? Bon, des fois, vous pensez au premier truc. Faut être spontané. Ok, je pense à quoi? Un petit couteau suisse. Le rouge, là, couteau suisse, en fait. Que je suis en vacances avec ma tante et je suis en mode, mais j'ai trop un couteau suisse, quoi. Pour moi, c'est le summum de... Trop stylé. Ouais, trop stylé. Je vais être une aventurière, en fait, et puis je vais être bricoleuse, et puis et voilà. C'est vrai que c'est un objet assez lesbien, en fait, quand on y réfléchit, le couteau suisse. C'est mousqueton, alors qu'en fait, ça devrait être le couteau suisse. Forte en tout. Tu l'as toujours, ce couteau suisse? Non, je crois pas. Il était tout rouillé parce que du coup, il avait vu beaucoup de la plage. Il avait plein de grains de sable et tout. Mais en tout cas, je l'avais acheté et je taillais des minuscules bâtons et je faisais des petits comme ça. Je les taillais et donc bref, voilà, je me sentis hyper stylée d'avoir un couteau suisse. C'est trop mignon. Et toi, Aloïse? Moi, je dirais, je pense à une casquette. J'étais super fière. Les grosses casquettes, là, je sais pas, c'est comme... De rappeur, du coup. Un peu de rappeur, évidemment. Hein, on reste sur monothématique. Que j'avais fait, c'était un artiste, quoi, qui faisait ça, je crois, à Savigny-le-Temple. Nous, on vient du 77. Et en gros, avec des... comment on appelle ça, les gros feutres, là? Des Posca? Ouais, avec des Posca. Il faisait un peu des graphes. Hein, ouais. Et du coup, j'avais eu ma casquette, j'avais choisi les couleurs. Donc, j'avais choisi un peu bleu-vert. Et moi, mon surnom, depuis que je suis née, c'est Zouzou. Donc, il avait marqué Zouzou vraiment en tag avec 77. On était hyper fiers. Ouais. Cette casquette est immonde. Avec le recul, c'est vrai qu'elle est pas folle. Et genre, j'étais ghetto, quoi. C'était, voilà. Là,
que résidait toute ma street cred. Et donc, je la mettais et tout. Et j'ai des photos. À l'époque, on avait un ordi où on discutait sur MSN et tout, avec les potes. Et on pouvait se prendre en photo, là. C'était quoi, je sais pas. Et donc, j'ai vraiment des shootings, quoi, avec la casquette et tout. Genre en mode, c'est ridicule. Et je dirais quand même, ouais. Non, fier. La casquette. Fier comme un coq. Trop bien. Voilà. Bah, franchement, merci beaucoup, Clémence et Aloïse. C'était un plaisir. Encore, c'était un super épisode. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous avez un point promo à faire ? Alors moi, en mai, j'ai illustré un livre avec Anne-Fleur Multon, qui est d'ailleurs une super autrice. Et on illustre donc une petite histoire. C'est l'histoire d'une petite fille dont les mamans se séparent. En fait, c'est ça. Ok. Un livre pour les 8 ans. Donc ça va sortir. Je vais sortir un autre livre. Ça s'appelle Entre deux rives. Et voilà. Et elle a déjà un autre ouvrage qui est génial, je le dis. Justement, puisque la thématique de ce podcast, c'est l'enfance queer. Comment ne pas citer ce livre à offrir à tous vos amis qui vont ou qui ont des petits enfants. Ça s'appelle Autant d'étoiles, autant de familles. Merci ma sœur. Et donc autant de familles que d'étoiles dans le ciel. Non mais pardon, mais attendez, je l'ai très mal introduit. Ce livre, il est génial. En gros, c'est pour les tout petits. C'est quoi l'âge ? C'est de 0 à 6 ans ? Ouais, c'est pour les bébés. Première lecture ou lecture accompagnée. Ok, première lecture ou lecture accompagnée. Il y a plein de gens en fait qui viennent en dédicace qui l'offrent aussi à leurs colocs, à leur famille. Ça parle de famille choisie en fait. Ouais. Voilà. C'est important. Et sinon, j'ai sorti une BD pour les 12 ans. Et pareil, là, il y a deux petits persos et ils sortent un peu des clous. Très queer. Qui s'appelle Chihuahua. Voilà, allez acheter ces deux livres. Et suivez-la sur ses réseaux sociaux, sauvage.clémence. Non, mais c'est génial ce qu'elle fait. Allez voir, vous allez voir. Mes actus, j'ai sorti mi-février une chanson qui s'appelle Mayday, qui est disponible sur toutes les plateformes. C'est trop cool. Merci beaucoup. Bravo. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas partagé de musique. J'ai l'impression que Mayday est quand même le signe qu'il va y en avoir d'autres. Et la suite, bientôt. On est quand même en construction d'un nouveau chemin musical. Et elle a écouté des choses en exclu. La route est belle. Et la route est belle. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Merci.